Donc bonsoir à tous, je suis très heureuse et honorée d'être parmi vous ce soir. Et on va commencer donc par parler de ces courtisanes. Alors, quand une courtisane comme Caroline Otero, qui est une célèbre cocotte de la Belle Époque, déclare avec panache et orgueil « J'ai été l'esclave de mes passions, jamais d'un homme », on ne peut que se demander ce que furent ces femmes exceptionnelles du 19e, qui ont été souvent des femmes richissimes, mais aussi des femmes libres, indépendantes. Je me suis interrogée sur leur sommet de pouvoir, comment elles ont atteint un tel niveau de liberté, de richesse et de pouvoir dans un siècle pourtant particulièrement misogyne et hostile aux femmes, le 19e siècle. Alors, en découvrant leur parcours, on rencontre souvent des femmes qui sont belles, mais assurément, ça ne suffit pas à expliquer un tel succès. Des femmes très souvent charismatiques, intelligentes et surtout de véritables aventurières, des femmes qui furent libres d'esprit et anticonformistes et qui portent des noms qui nous font encore rêver aujourd'hui. Je pense à Marie Duplessis, qui fut la muse de Dumas, la future dame aux camélias. Je pense à la célèbre Mogador, la danseuse bien connue, à Cora Pearl, à la Paiva, la très célèbre Blanche de Paiva, Valtès de Bigne, qui est ici représentée par Édouard Manet, ou encore, pour la Belle Époque, Caroline Otero, ou encore Liane de Pougy. Voilà, des vies qui furent souvent des vies de légende, des vies de scandale, des vies de chahut. Pensons seulement que 3 d'entre elles furent accusées d'espionnage, la Castiglione, que vous voyez ici, la Paiva, ou encore Mata Hari. Donc des vies quand même qui font rêver, qui nous interpellent. Alors, pour comprendre leur trajectoire, il faut d'abord se replacer dans le contexte de la prostitution au XIXe siècle, qui est une pratique des plus courantes pour les hommes de cette époque. Les clients pouvaient ainsi rencontrer des femmes dans des maisons closes, un sujet déjà beaucoup traité, sachant que nos courtisanes de ce soir, elles n'y font en général qu'un passage éclair, elles n'y restent pas quand elles y passent. Ou alors, les clients pouvaient avoir recours à des filles indépendantes, qui étaient souvent fichées et surveillées par la police, celles qu'on appelait les filles inscrites. Ou enfin, les clients pouvaient avoir recours à celles qu'on appelle, d'un terme très révélateur du XIXe siècle, les insoumises, dont font évidemment partie les courtisanes. Et ce sont des femmes que l'on peut d'ailleurs découvrir dans les archives secrètes de la police des mœurs, un ouvrage tout à fait intéressant dans notre optique. Alors, ces filles de joie, elles avaient un rôle essentiel dans les alcôves des couples. Très souvent, elles assumaient l'érotisme dans la vie des hommes et elles jouaient un rôle tout simplement de soupape dans un siècle encore corseté et rigide. Par ailleurs, le XIXe siècle est un siècle particulièrement intéressant parce que favorable à l'ascension de ce type de femmes. Le XIXe siècle, c'est le triomphe de l'argent, de la vitesse, et une époque qui cumule encore les fortunes aristocratiques de l'Ancien Régime, de la vieille noblesse, mais aussi les nouvelles fortunes en pleine ascension de la bourgeoisie d'affaires et d'argent, avec les banquiers, les bourgeois qui vont commencer à prospérer. Paris, historiquement, c'est évidemment le lieu des plaisirs, le lieu de la fête, de la galanterie. Donc, c'est perçu aussi comme le vaste lupanar de l'Europe à cette époque. Sur le plan étymologique, le terme de courtisane renvoie évidemment à la cour de l'époque moderne, mais on se sépare à cette époque radicalement des mentalités de l'Ancien Régime avec les maîtresses royales, dans la mesure où les maîtresses royales étaient toutes centrées autour de la figure du roi, la figure éminemment supérieure du roi. Là, les courtisanes dont on va parler ce soir, ce sont des femmes qui choisissent, qui multiplient leurs amours en fonction des besoins, des attentes. Donc on n'est pas du tout dans l'optique de la maîtresse royale. C'est pour ça que c'est une époque particulièrement intéressante et nouvelle à étudier, donc les courtisanes au XIXe, puisque c'est le siècle qui met en place le capitalisme et les structures que nous connaissons encore aujourd'hui. Toutefois, il est certain qu'une époque comme le Second Empire avec Napoléon III singe à l'évidence les mœurs de l'Ancien Régime et notamment le règne de Louis XV, particulièrement faste en matière de débauche et de libertinage. On parle d'ailleurs d'aristocratie du demi-monde par rapport au monde pour évoquer ces courtisanes. Reste à comprendre comment ces filles de joie, ces filles de noces, celles qu'on appelle les grisettes,
ou encore les lorettes, c'est-à-dire les grisettes qui deviennent des lorettes entretenues, celles qu'on désigne aussi par un vocabulaire animalier très péjoratif, les biches, les cocottes, les lionnes ou les demi-castors, vont devenir, en un temps souvent record, les amazones, les courtisanes, les étahirs ou encore les grandes horizontales, comme on les appelle au XIXe siècle. Car il y avait probablement beaucoup plus dans la transaction entre ces femmes si particulières et leurs clients qu'un simple échange charnel, on s'en doute bien. Donc c'est cet aspect mystérieux et fascinant à la fois qui m'a intéressée. Elles vendaient assurément beaucoup plus que leur charme. Elles ont suscité les passions auprès des hommes les plus fortunés et les plus célèbres de leur temps. Elles ont même parfois joué le rôle de muse auprès d'artistes. Et c'est un thème qui va d'ailleurs fasciner la littérature au XIXe, que l'on pense bien sûr à Balzac, à Flaubert, à Dumas, aux frères Goncourt, mais aussi à l'époque naturaliste, chez Zola, Maupassant, Proust ou Colette. Quant aux beaux-arts, ils fourmillent à l'évidence de courtisanes, alors celles qu'on appelait pudiquement les Aphrodites ou les Vénus, pensons au tableau de la Renaissance, de Titien notamment, mais au XIXe siècle, on a évidemment l'Olympia de Manet, qui fit scandale en 1863 et qui met au premier plan la figure de la courtisane Victorine Meurant. Manet va continuer également, et c'est le tableau que j'avais choisi pour la couverture de mon ouvrage, avec la peinture de sa Nana, et qui figure évidemment l'histoire du 9e volume, l'héroïne du 9e volume des Rougon-Macquart de Zola. Au 19e, on va retrouver le thème des prostituées comme des courtisanes chez Courbet, chez Béraud, chez Constantin Guy, je vous montrerai des toiles ce soir, chez Degas, Lautrec ou Renoir. On est donc face à un phénomène sulfureux qui est porteur d'imaginaire, de rêves, de réussite, mais aussi, concernant les femmes, d'affranchissement et d'émancipation, curieusement, tout en gardant bien sûr en contexte et en tête le domaine et le contexte particulièrement aliénant pour les femmes du 19e, qui sont souvent cantonnées à la maternité, à la domesticité, ou encore à des professions plutôt subalternes et modestes. Alors, 3 thèmes m'ont intéressé particulièrement pour cette soirée. D'une part, la question de la métamorphose. Nous verrons ensuite les questions de liberté, ces femmes étant des pionnières dans bien des domaines. Et enfin, la notion de spectaculaire qui est omniprésente chez ces femmes. Alors tout d'abord, la métamorphose. C'est en effet l'un des aspects les plus intéressants du sujet. C'est la capacité qu'ont ces femmes à se métamorphoser. Car la grande majorité de ces femmes venaient d'un milieu misérable, souvent rude et violent. Or, on relève chez la plupart d'entre elles une capacité à rebondir tout à fait hors du commun. Comment sont-elles passées du ruisseau au sommet, le plus souvent étant issues d'unions désunies, dans des milieux très pauvres, certaines ont connu la faim. On trouve ainsi, par exemple, la cocotte du Second Empire Valtès de Bigne, qui déclare dans son roman autobiographique Isola « Je connus la misère assez pour me brouiller irrévocablement avec elle. Alors, je devins mauvaise, dure, mon cœur s'atrophia. » Un grand nombre d'entre elles ont été brutalisées, violées par un parent ou par un patron. Marie Duplessis, par exemple, la future dame aux camélias, aurait été vendue à un vieillard alors qu'elle était une jeune et belle adolescente, et on se demande même si son père lui-même ne l'a pas violée. Cora Pearl, pour sa part, une grande courtisane anglaise du Second Empire, a aussi subi un viol. Elle déclara ainsi dans ses mémoires « Je n'ai jamais pardonné aux hommes, ni à lui ni aux autres, qui ne sont pas responsables du fait. » Elle va ainsi nourrir une haine profonde des hommes, s'évertuer à les ruiner, puis les abandonner, tout en assumant avec panache et plaisir sa carrière de courtisane. Elle revendiquera toute sa vie dans ses mémoires, son autonomie, son indépendance et la vie originale et fantasque qu'elle menait. Elle va ainsi parvenir à inverser le rapport de force habituel avec les hommes en exerçant une forme de domination sur la gente masculine. Pour la Mogador, la figure dangereuse et inquiétante, elle vient des amants de sa mère. Quant à Caroline Otero, on sait qu'elle fut violée, alors elle s'est avérée, c'est dans la presse, c'est certain, à l'âge de 11 ans, dans un bois, un acte qui va les laisser plusieurs jours entre la vie et la mort. Et ensuite, c'est son amant et proxénète, alors qu'elle était jeune, qui la rendra définitivement stérile. Elle aussi aura la volonté de séduire et de détruire les hommes, comme elle le proclame lors d'une conversation avec Colette,
où elle fait preuve de beaucoup d'humour. Caroline Otero est une courtisane tout à fait amusante dans ses propos. Elle explique à Colette: « Mon petit, tu m'as pas l'air très dégourdi. Souviens-toi qu'il y a toujours dans la vie d'un homme, même avare, un moment où l'homme ouvre toute grande la main. » « Le moment de la passion ?» répond Colette. « Non, celui où tu lui tords le poignet. » Et elle aurait accompagné son geste, et Colette aurait dit: « On croyait voir couler le jus de fruits, l'or, le sang, que sais-je entendre, craquer les os. » Il faut rappeler, en effet, que dans le contexte du XIXe siècle, les filles issues d'un milieu modeste, sans dot, et qui en plus avaient été violées, n'avaient aucune chance de faire un mariage. Elles avaient été souillées, et leur avenir était largement compromis. Alors après cette première fracture de jeunesse, beaucoup de futures courtisanes, comme je vous le disais, vont nourrir une haine des hommes et un appétit de revanche insatiable. Beaucoup sont issus également du milieu du prolétariat urbain, à une époque qui voit l'essor de l'urbanisation et de l'industrialisation. C'est un cadre évidemment qui favorise l'essor de la prostitution, avec beaucoup de paysannes qui vont déserter les campagnes pour venir travailler en ville. Elles travaillaient comme domestiques, comme femmes de chambre, femmes de ménage, comme marchandes de fleurs, comme filles de salle, et beaucoup étaient employées dans l'industrie du vêtement. Les ouvrières travaillaient comme blanchisseuses, brodeuses, couseuses, tiseuses, repasseuses, gantières ou plumassières. C'étaient des petits métiers tout à fait insuffisants pour subvenir aux besoins du foyer. Celles qu'on appelle alors les grisettes étaient donc bien souvent en quête de revenus supplémentaires. Zola a bien décrit dans l'Assommoir le rythme et l'usure de ce type de petits métiers. Les métiers du textile, c'était des femmes qui travaillaient 14 à 15 heures par jour, 6 jours sur 7. Un travail insalubre, puisque dans une atmosphère surchauffée, humide. Et souvent, ces femmes pouvaient aussi être tentées tout simplement par les textiles qu'elles manipulaient, la soie, le satin, les rubans. Donc les grisettes se faisaient volontiers entretenir pour améliorer leur quotidien. Trouver un protecteur qui pourrait aider un peu pour payer les factures. Du reste, la figure de la grisette, de la jolie parisienne ouvrière dans le textile, est devenue un poncif du XIXe siècle. Les futures courtisanes dont nous allons parler étaient souvent plus déterminées et ambitieuses que les grisettes. Si elles passent par ce stade de grisette, c'est souvent dans une optique de franchir l'ascenseur social. Tentée par une vie de séduction, elles voulaient grimper rapidement. C'est ainsi que Marie Duplessis va séduire un aubergiste lors d'un dimanche pluvieux à Paris et passer du simple statut d'apprentie, de grisette chez une couturière, au statut de lorette, c'est-à-dire de femme entretenue dans un appartement. À partir de là, elle va passer de la misère à la fortune en un temps record. Le bal était l'un des passe-temps favoris des grisettes. C'était un véritable champ de manœuvre pour ces femmes avides de rencontres. Ça constitue un véritable tremplin. On relève d'autant plus, d'ailleurs, une certaine capacité de séduction avec leur corps. C'est des femmes qui savaient très souvent séduire avec leur corps. Pensons que la Mogador, comme la Belle Otero, étaient des courtisanes, mais aussi des danseuses professionnelles. Ça n'est pas un hasard. Alors au bal, on pouvait rencontrer d'ailleurs des aristocrates ou des bourgeois qui venaient s'encanailler volontiers. Marie Duplessis aimait danser à la closerie des Lilas. La Mogador, comme Blanche Lantini, se sont rendues célèbres au bal Mabille. Elles se sont fait remarquer et elles ont souvent rencontré un amant, un client qui pouvait du coup leur permettre de changer. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, c'est l'idée de la métamorphose qui apparaît chez ces femmes et qui est saisissante. Au gré de leurs rencontres, ces femmes savent changer en profondeur. Elles savent évoluer en fonction des événements et se transformer de manière unique. C'est un point commun, je dirais un leitmotiv, chez toutes ces femmes au cours de leur carrière. Je le répète, elles sont souvent sans éducation, elles ont grandi dans la misère, elles ont souvent subi des traumatismes, des violences. Elles vont savoir réagir et grimper, gravir les échelons de la société très rapidement. Elles font preuve d'un instinct et d'une intelligence particuliers. Elles s'adaptent, elles apprennent très vite. De même, on relève une grande capacité à rebondir et à voyager. Ce sont des femmes qui, en fonction des revers de fortune, n'hésitent pas à déménager, à changer de ville, à changer de pays, voire à faire le tour du monde, à partir vraiment à l'autre bout. Alors, Marie Duplessis était une petite paysanne misérable de la campagne qui va devenir en 2 ans seulement la courtisane la plus prisée de son époque. Elle épuise rapidement les finances du restaurateur et elle va rencontrer un nouveau protecteur.
La Païva, quant à elle, avait toute une conception personnelle de la réussite. C'était une femme qui avait souffert, qui a grandi dans les ghettos de Moscou. Elle était en plus de confession juive, elle avait subi l'antisémitisme. Et elle raconte à son ami de toujours, Théophile Gautier, sa stratégie de réussite. On en trouve des traces notamment dans le journal des frères Goncourt, qui la connaissaient aussi très bien. À la fin de l'année 1846, elle est gênée financièrement, elle se retrouve à son point de départ. Elle est alors logée au 4e étage dans une petite chambre d'un hôtel de l'avenue des Champs-Élysées. Elle aurait alors dit à Théophile Gautier son projet d'avenir, se faire construire la plus belle et la plus grande maison qui existe à Paris, ce qui sera le futur hôtel de la Païva. Voilà ce qu'elle dit. « Tu vois où j'en suis ?» lui dit-elle, ce qu'elle dit à Théophile Gautier. « Il se peut que je n'en revienne pas. Si ça arrive, tout est dit, mais si j'en reviens, je ne suis pas femme à gagner ma vie dans la confection. Et je veux avoir un jour, à 2 pas d'ici, le plus bel hôtel de Paris. Rappelle-toi ça. » La veille de son départ, Théophile Gautier la revit alors qu'elle était en train d'essayer différentes robes. Elle lui aurait alors dit « Je ne suis pas mal équipée, n'est-ce pas? Mais on n'est jamais sûr. Je peux rater mon coup et alors finita la commedia. » Elle demande à Gautier de lui procurer un flacon de chloroforme. Finalement, avec une énergie prodigieuse, elle va partir faire fortune en Angleterre, revenir conquérir Paris et atteindre son but. Car ces prostituées, et là aussi futures courtisanes, souvent n'avaient pas de souteneur, ce qui les distingue des filles de joie ordinaires. Elles n'avaient pas de souteneur, pas de proxénète. Elles ne subissaient pas non plus la tyrannie d'une tenancière de maison close, et vous savez probablement à quel point c'était dur pour ces femmes qui étaient littéralement enfermées. Mais en revanche, on relève souvent dans leur parcours un protecteur de prestige, un mentor qui va jouer le rôle de Pygmalion et aider à construire la personnalité de la future courtisane. En effet, ces femmes vont rapidement fréquenter les hommes de la haute société. Elles vont fréquenter le monde de l'argent, le monde du pouvoir, et il leur fallait pour cela acquérir les codes mondains. Donc, c'est grâce à un protecteur épris, souvent ambitieux, qui va jouer donc le rôle de Pygmalion, qu'elles vont pouvoir acquérir ce vernis culturel, historique, littéraire ou artistique. Elles vont apprendre à se cultiver, jouer du piano, connaître les intrigues au théâtre, à l'opéra. Très souvent, c'est aussi s'exprimer avec distinction, maîtriser les codes de la conversation. Tout cela nécessite évidemment une certaine intelligence. Marie Duplessis, encore une fois, va abandonner l'aubergiste et rencontrer Agénor de Guiche. Agénor de Guiche, c'est le fils aîné du duc de Gramont, c'est-à-dire le fils d'une des plus grandes familles de la haute noblesse française. Il est éperdument amoureux d'elle. Il va lui offrir des leçons de musique de maintien, mais aussi des cours d'écriture et des cours d'orthographe. On demeure stupéfait quand on découvre la bibliothèque de Marie Duplessis, la richesse et la variété des livres qu'elle avait. On trouve des livres de Rabelais, de Molière, de Cervantes, de Rousseau, mais aussi des romans de son époque, Walter Scott, Eugène Sue, Lamartine. Alors on ne sait pas évidemment si elle les a lus, mais en tout cas, elle les avait dans sa bibliothèque. Elle va construire le personnage d'une femme dandy, troublante, mystérieuse, en robe blanche et camélia. On le sait, Marie Duplessis avait en effet pour habitude d'apparaître dans sa loge au théâtre avec un camélia rouge sur son corsage, un camélia de couleur blanche pendant 28 jours par mois et rouge les 3 autres jours. Elle va devenir l'icône féminine et la muse de toute la génération des romantiques. Alors, la Païva, je n'ai pas pris d'image, mais on l'a vu tout à l'heure, je vous la remontre. Quant à elle, va séduire le célèbre pianiste Henri Herz, l'un des meilleurs musiciens des années romantiques. Grâce à lui, elle va fréquenter toute une société d'artistes et de gens de lettres cosmopolites. Quant à Émilienne d'Alençon, c'est la fille d'une concierge de la rue des Martyrs, et elle va réussir à séduire Jacques de Crussol, le duc d'Uzès, là encore, le fils d'une grande famille d'aristocrates français, héritières notamment des Champagne Veuve Clicquot. Alors là encore, il va lui forger une certaine culture et il y avait beaucoup de travail. Émilienne d'Alençon s'est ainsi rendue célèbre pour ses répliques particulièrement savoureuses. Un soir, par exemple, après s'être endormie à la Comédie Française devant une pièce de Jean Racine, elle aurait déclaré « N'en dites surtout rien à l'auteur, cela pourrait le vexer ».
Une autre fois, au restaurant chez Maxim's, alors qu'elle se retrouve avec les amis de Jacques, le petit cercle exclusif du tout Paris, alors que l'un d'entre eux s'extasie devant la grandeur de l'Acropole à Athènes, Émilienne intervient, souhaitant participer. On m'a souvent parlé d'une cropole, mais qu'est-ce que c'est que cette cropole-là ? Bon, on ne sait pas s'il s'agit de gaffe, de blague, mais la jeune femme fit sensation. Le duc va lui offrir des leçons d'orthographe, de syntaxe, d'expression, d'histoire, de maintien. Et en moins d'1 an, elle va acquérir le savoir-vivre suffisant pour apparaître dans le monde et dans la famille du duc d'Uzès. Alors ses clients, vous l'avez bien compris, c'était une poignée de privilégiés, c'était l'élite du monde à la fois artistique, mais aussi du monde des finances et du monde politique. Entretenir une liaison avec une grande horizontale était un signe de prestige, et ces derniers exhibaient leur conquête, à l'inverse d'une maîtresse qu'on entretient silencieusement et dans la plus grande discrétion. Ces courtisanes, elles étaient exhibées, comme on affiche un hôtel particulier ou un attelage particulièrement somptueux. C'est un trophée, et plus le prix à payer était exorbitant, plus la gloire qui en résultait était importante. Alors, le deuxième aspect que je voudrais développer avec vous et qui ressort de ces trajectoires de vie exceptionnelles, c'est l'aspect libre, la liberté et ces femmes pionnières finalement en matière de droits des femmes, même si ça peut paraître paradoxal, j'espère vous convaincre. Alors, je voulais vous rappeler d'une part que le 19e à Paris, principalement à Paris, qui est la capitale culturelle du monde à cette époque, en France et à Paris en particulier, c'est l'époque qui voit émerger une nouvelle société où l'argent va prendre progressivement le pas sur la naissance. Comme je vous disais tout à l'heure, la révolution industrielle offre de nouvelles perspectives d'enrichissement avec de nouvelles catégories sociales qui émergent, et notamment la bourgeoisie. Dans ce cadre, vous avez de nouveaux biens de consommation, une augmentation du pouvoir d'achat, et l'argent devient le centre de toutes les préoccupations. C'est le triomphe du système capitaliste, et l'amour vénal en fait pleinement partie. Paris, comme je vous disais, c'est la capitale culturelle du monde, c'est la ville de la fête, du merveilleux, où tout est possible, qui fait venir les célébrités, les artistes, où il y a des dépenses tapageuses. Je pense au Paris en pleine transformation, pensez aux travaux du baron Haussmann, qui va faire de Paris une métropole moderne, au magnifique Opéra Garnier en 1875, à la fée électricité, au Grand Boulevard avec les théâtres, les brasseries, et puis les grands magasins avec toutes les dépenses qui vont se faire au Bon Marché au printemps ou au Grand Bazar de l'Hôtel de Ville. Un luxe qui appâte les touristes, l'idée d'une ville en plein progrès, d'une ville moderne. Mais l'une des vitrines de Paris, incontestablement, ce qui en fait le charme, c'est les femmes. Les femmes et notamment les Parisiennes. Paris est en effet une ville au parfum éminemment érotique, au parfum féminin, un lieu unique au monde. Les femmes parisiennes avaient en effet la réputation d'être belles, envoûtantes, pleines d'esprit. Les femmes de Paris étaient des femmes galantes, des femmes séduisantes. Alors, concernant les courtisanes, pour fréquenter ces hommes riches et fortunés, ces femmes devaient fréquenter le monde, aller dans les hauts lieux du monde. Alors, quelle était la journée d'une courtisane ? On distingue, donc je vous montre 2 parisiennes, l'une de Constantin Guy et une autre de Jean Béraud. On distingue à Paris une géographie du plaisir vénal avec des lieux récurrents. Les grands boulevards, par exemple, avec les salles de théâtre, les bals, les cafés, les restaurants, mais aussi les lieux de villégiature, les lieux de plaisir et de loisirs, comme les courses, les promenades au bois de Boulogne, mais aussi les cures thermales, je pense à Vichy notamment, ou les premières stations balnéaires que sont Deauville ou la Côte d'Azur. Alors, l'élite sociale se retrouvait notamment à l'hippodrome de Longchamp. Le nouvel hippodrome avait été créé à côté du bois de Boulogne et il attirait le milieu aisé et mondain de Paris, une clientèle idéale pour les courses hippiques. Donc on a d'abord la création de l'hippodrome de Longchamp, puis d'Auteuil, avec le Grand Prix qui va être créé par le duc de Morny en 1863. Les courtisanes étaient évidemment des piliers de ces hippodromes. Le bois de Boulogne, quant à lui, constitue le poumon vert des Parisiens. Je rappelle qu'il a été aménagé en 1858
sur une surface de 847 hectares. L'idée était d'aménager un espace pour profiter des nouveaux plaisirs de plein air, aller au restaurant, écouter aussi de la musique. Mais très vite, ce bois de Boulogne, qui est un lieu mixte socialement, va aussi devenir un lieu mondain incontournable. Les courtisanes s'y pavanent comme cavalières ou dans des calèches élégantes, des fiacres ou des coupés. Plus tard, à la Belle Époque, ce sont les premières qui vont s'épanouir avec la mode du vélocipède. Les belles élégantes, comme vous en voyez une ici, vont apparaître comme des figures de proue féminines, modernes, qui portent les premières culottes de cyclistes confortables et pratiques pour la mode du vélocipède. Et donc, ça constitue le premier pas vers le port du pantalon qui arrivera au XXe siècle. Je vous montre ici une affiche 1900 qui vous montre la mode du vélocipède. C'est évidemment également dans les restaurants situés notamment sur les grands boulevards qu'on trouve les courtisanes. Alors, vous avez des restaurants comme le Café Anglais ou la Maison Dorée que vous voyez ici, qui sont des restaurants qui avaient pour particularité d'avoir des petits cabinets particuliers qui étaient finalement des chambres pour des rencontres rapides, des rendez-vous furtifs à l'abri des regards indiscrets. Donc vous aviez la salle du restaurant et des cabinets aménagés. On parle de restaurant lupanar. Et bien sûr, les insoumises allaient partager ces amours clandestines avec toute l'élite masculine du temps. Je vous montre ici un tableau célèbre, Les Prodigues de Thomas Couture, qui vous montre une nuit de débauche à la Maison Dorée avec la célèbre courtisane Alice Ozy. L'un des hauts lieux de la fête parisienne dans les années 1900, c'est bien sûr le restaurant Maxim's, le nouveau lieu culte du Paris 1900. Le lieu de la high life parisienne, comme on disait à la Belle Époque. Alors on peut y croiser le duc de Morny, mais aussi le dandy Robert de Montesquieu, Bonny de Castellane, Proust, les banquiers Rothschild, mais aussi des artistes comme Giovanni Boldoni, comme Mucha, Vuillard, ou encore des hommes de théâtre comme Cocteau ou Guitry. Dans ce restaurant, vous avez notamment les courtisanes de la Belle Époque, celles qu'on appelle les Trois Grâces, Liane de Pougy, Émilienne d'Alençon ou encore Caroline Otero, qui sont des fidèles clientes de cette institution parisienne. Elles reçoivent toutes les têtes couronnées et autres privilégiés du temps dans ce qu'on appelait les chambres d'amour du restaurant Maxim's. Enfin, la Côte d'Azur, un terme inventé en 1887 par l'écrivain Stéphane Liégeard, va attirer toute la clientèle aisée et internationale européenne. La haute société était déjà attirée par ce qu'on appelle la Riviera ou le Pays Bleu au XVIIIe siècle, mais avec notamment le développement du chemin de fer, vous avez sous le Second Empire une clientèle qui se rue littéralement vers la Côte d'Azur, notamment pendant la période hivernale. Vous avez le prince de Galles, le futur roi d'Angleterre, qui va visiter la côte à bord de son yacht. Et nous avons énormément d'affiches qui montrent la publicité de cette nouvelle région qui était connue encore une fois au XVIIIe, mais qui va vraiment se diffuser au XIXe siècle. Une région idéalisée, ensoleillée, où l'on peut parader lors de promenades. Un climat d'une grande douceur qui accueille toute l'élite européenne. Alors, pour les courtisanes, il s'agit évidemment de tourisme d'affaires. Elles savent très bien qu'elles vont pouvoir rencontrer dans les palaces et les grands hôtels, dans les salles de spectacle, les restaurants ou les casinos, toute l'élite européenne. Là, je vous montre l'hôtel Carlton à Cannes, dont les coupoles se seraient inspirées des seins de la belle Otero, la très célèbre courtisane de la Belle Époque. C'est aussi, bien sûr, dans les casinos et les salles de jeu qu'on trouve ces femmes. La belle Otero, toujours la même, va être une joueuse invétérée. Elle aurait ainsi perdu, l'année 1910, la somme de 8 millions de francs en quelques semaines, dans ce qui va devenir la capitale européenne du jeu, Monaco. Mais pour revenir à l'idée de liberté, ces femmes, elles manifestaient une immense liberté qui contrastait fortement avec toutes les autres femmes du XIXe siècle, tous milieux confondus. Alors d'abord, une liberté dans le paraître. Ce sont des femmes qui vont être affranchies des codes de féminité de leur époque, qui savent très bien se mettre en valeur, qui sont des pionnières en matière de beauté, dans le domaine de la coiffure, du maquillage ou des bijoux.
Elles vont devenir des icônes de leur époque. Elles font preuve d'originalité, de créativité et de liberté, ce que leur envient les autres femmes, que ce soit les femmes du monde ou les femmes de la bourgeoisie qui n'osent pas, mais qui les regardent. Donc il y a un jeu vraiment d'influence et de rivalité entre le monde et les demi-mondes, puisque même les femmes fortunées ne vont pas se lancer dans autant d'originalité et d'audace que le font les courtisanes. Ces femmes sont donc en avance sur les pratiques et les modes de leur époque. Elles vont notamment jouer un rôle essentiel dans l'avènement du luxe, le marché du luxe à Paris, en alimentant l'essor de ces entreprises. On voit ainsi se développer à Paris, dans les quartiers notamment de la place Vendôme, ce qui n'a pas changé aujourd'hui, une nouvelle industrie du luxe, dans des domaines comme le textile, les bijoux ou le parfum, avec notamment l'éclosion de nouvelles maisons. Vous avez le couturier Worth, l'orfèvre Christophe, les grands joailliers qui y sont toujours, Van Cleef, Boucheron, Chaumet, Mellerio, ou encore le parfumeur Guerlain. Ce sont les courtisanes, ces clientes richissimes, audacieuses et provocantes, qui vont ainsi inventer une nouvelle manière d'être belle. Alors, tout d'abord, en matière de mode, il n'était pas question pour une courtisane de fréquenter les grands magasins. Le Bon Marché, les Galeries Lafayette, c'était pour les bourgeoises. Les courtisanes, comme les femmes du monde, se faisaient remarquer en s'habillant chez les grands couturiers de leur temps. Et elles encourageaient ainsi les caprices vestimentaires les plus fous proposés par les créateurs, dans un contexte où ces femmes changeaient de tenue au moins 3 fois par jour en fonction de leurs occupations et de leur mondanité. Alors, la crinoline, c'est évidemment l'un des exemples qui symbolise à merveille l'esprit du Second Empire, l'extravagance, la démesure, la surenchère décorative. Là, je vous montre la Castiglione, qui est photographiée par Pierre-Louis Pierson dans une somptueuse crinoline. C'est évidemment l'un des instruments de beauté privilégiés des saisies horizontales qui en font toujours trop. C'est aussi l'époque qui voit naître l'invention de la haute couture. Avant, le milieu de la couture, c'était plutôt des femmes, des modistes, des couturières. C'était un milieu plutôt modeste où les femmes se rendaient à domicile. Avec Charles Frederick Worth, d'origine anglaise, vous avez une nouvelle maison qui est fondée en 1858. Charles Frederick Worth va devenir, en 10 ans seulement, le plus grand couturier de son temps. Il va transformer radicalement l'univers de la mode, instaurer les défilés avec des mannequins et surtout présenter des créations uniques aux matières inédites. Alors, si l'on en croit son fils, Worth aurait également été très influencé par l'audace des courtisanes, et notamment la courtisane Rosalie Léon, qui s'habillait d'une façon unique et qui d'ailleurs mettait au désespoir Madame Worth, la femme du couturier. Je vous cite un extrait du fils Worth. « Je me souviens, écrit Jean-Philippe Worth, que ma mère, qui se trouvait un jour aux courses, vit apparaître la courtisane Rosalie Léon dans une robe de taffetas jaune citron toute froncée. Cette robe était agrémentée d'un large ruban vert pomme, dont un des bouts était retenu à la taille et dont l'autre tombait jusqu'au sol. Ce mélange de jaune et de vert fit sensation et scandalisa ma mère. Mon père, lorsqu'elle rentra, lui demanda si elle avait remarqué la robe de Madame Rosalie Léon. « Bien sûr que oui, répondit-elle. Je n'ai jamais rien vu de plus ridicule. Elle avait l'air d'une omelette aux fines herbes. » Le fait était que Madame Léon était charmante dans sa robe omelette. Elle lança ainsi la mode de mélanger le jaune et le vert. Les femmes ne craignirent plus de s'habiller avec originalité. Mon père n'avait pas perdu son après-midi. De ce jour, l'élégance s'engagea dans la voie de la nouveauté. Alors, il y a énormément de choses. Je vous conseille le musée des arts décoratifs que vous connaissez probablement. On a encore beaucoup de très belles robes de Worth. L'une des grandes cocottes de la Belle Époque, Liane de Pougy, participe également activement à la renommée des grands couturiers des années 1900. Jacques Doucet, les Sœurs Callot, Lanvin, Madeleine Violet vont être ses maisons de prédilection. Je vous montre une robe ici de Madeleine Violet. Il faut dire que la silhouette naturellement fuselée, fine et lancée de Liane de Pougy était parfaitement conforme à l'idéal de l'esthétique de l'Art Nouveau. Elle devient ainsi l'ambassadrice des grands couturiers, lanceuse de mode, et c'est elle qui était chargée de présenter les nouvelles collections dans les lieux en vue de cette clientèle fortunée. Donc elle va jouer littéralement un rôle d'ambassadrice. Alors, dans le prolongement de ce mouvement des courtisanes qui avait un côté profondément affranchi, c'est encore une fois une femme du demi-monde, profondément anticonformiste, qui va révolutionner l'histoire de la mode et l'histoire des femmes. C'est évidemment Coco Chanel.
Là encore, on a affaire à une grisette, une cousette, qui va être beaucoup plus ambitieuse et talentueuse que les autres. Son nom, elle le tient de ses débuts sur les planches dans un cabaret à Moulins, en Auvergne, devant un public de militaires qui vont l'appeler Coco, en souvenir de son air favori, Qui a vu Coco dans le Trocadéro, une chansonnette sur une jeune femme qui avait perdu son chien. Il se trouve que Coco Chanel n'a aucun succès grâce à sa voix, elle n'a pas une voix du tout remarquable, elle n'a que 20 ans à cette époque. En revanche, elle est jolie, effrontée et elle a une personnalité bien campée. Elle va ainsi faire chavirer le cœur de nombreux jeunes hommes, dont le riche Étienne Balzan, un homme du monde qui se consacre à l'élevage des chevaux et aux courses. Il va s'entourer d'un véritable harem de femmes dans son château, dont l'une est sa maîtresse principale, c'est la célèbre courtisane Émilienne d'Alençon. Alors c'est en tant que femme irrégulière, entretenue et protégée que Coco Chanel va évoluer pendant plusieurs années dans le sillage des courtisanes, baignant dans cet univers de débauche, mais elle semble tout à fait apprécier la compagnie de ces femmes très spéciales. Elle dira « Les cocottes, je les trouvais très jolies, avec leurs chapeaux plus grands que les épaules, avec des yeux immenses, très maquillés. Elles étaient somptueuses, elles étaient excentriques, elles étaient très belles, appétissantes, elles sentaient le propre. » En 1909, Coco Chanel va s'installer comme modiste grâce à un protecteur, Arthur Capel, qu'elle surnomme Boy, et le soutien de ses amies demi-mondaines, Émilienne d'Alençon, ou d'autres cocottes ou actrices, qui, elles, vont oser porter ces tenues et ces chapeaux tout à fait innovants sur scène et dans les magazines. Alors, en matière de maquillage, de soins de beauté, les courtisanes font également preuve d'originalité et de modernité, inventant un style résolument neuf, un nouvel art d'être femme. Cora Pearl, comme la Paiva, ont énormément choqué leurs contemporains par leur maquillage excessivement voyant, en tout cas pour leur époque. Elles étaient innovantes et Cora Pearl, notamment, fait office de véritable découvreuse dans ce domaine. C'est elle qui lança la mode d'ombrer les yeux, de se maquiller les cils et les paupières. Elle invente aussi une nouvelle poudre de fond de teint. L'art de se teindre les cheveux également, elle apparaissait parfois en blonde, parfois en rousse, elle se coupait les cheveux, la mode du teint allait, et puis elle avait un style tout à fait débridé, un maquillage qui incarnait la fantaisie, le renouveau, elle va changer les normes de son temps. Par ailleurs, elle avait une silhouette mince et tonique qui contrastait avec la plupart des femmes du Second Empire, donc elle avait également beaucoup d'humour et teignait son petit chien en fonction de ses robes ou de ses coiffures. Alors, ces femmes, elles avaient également la passion de la joaillerie. Ces courtisanes, la plupart d'entre elles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont fait la fortune des joailliers rue de la Paix. Alors, beaucoup raffolaient des bijoux, des colliers, bagues, bracelets, broches, ornements de corsage, diadèmes, garnis de pierres précieuses, diamants, saphirs, rubis, émeraudes, dont elles faisaient étalage sans aucune pudeur. Alors, c'était aussi, pour une cocotte, une manière d'afficher le prix de ses faveurs. La Paiva, plus que tout autre, avait une soif éternellement inassouvie pour les bijoux et les pierres précieuses. Mais là encore, tout comme le domaine des textiles ou du maquillage ou de la coiffure, à la différence des femmes du monde, qui restaient très souvent classiques, les courtisanes, et notamment la Paiva, se montraient extrêmement originales. On a les archives de Frédéric Boucheron, qui dit avoir imaginé pour elle, pendant plus d'une dizaine d'années, des bijoux fabuleux, sertis de pierres précieuses, d'une qualité et d'une taille hors du commun. Il semble qu'il ait été particulièrement stimulé par la Paiva, qui lui demandait beaucoup plus que les clientes ordinaires. Il dira, pour cette collectionneuse exceptionnelle, j'étais devenu un artiste. Il a ainsi imaginé des bijoux audacieux qui lui ont permis d'explorer toutes les facettes de son talent. Alors, je vous montre ici Cora Pearl avec sa fameuse chaîne d'or. Elle avait pour habitude de détourner la fonction première des bijoux et d'inventer une nouvelle fonction. Elle avait ainsi cette chaîne d'or qu'elle reliait à sa bague et qui était censée aussi représenter la chaîne de ses amants. Vous avez ici un portrait de celle qu'on appelait la fée des pierres précieuses, Caroline Otero, qui porte également, en tant que richissime cliente, une parure Boucheron. Enfin, Liane de Pougy, elle était connue de son côté pour être une véritable croqueuse de perles. Elle fut également l'une des mécènes d'un bijoutier contemporain hors pair, je pense à René Lalique. Elle aimait beaucoup l'art nouveau et elle va se mettre à porter les créations originales de René Lalique.
Elle offrira notamment à sa maîtresse, la richissime femme de lettres américaine Nathalie Clifford Barney, plusieurs bijoux, dont ce superbe anneau que vous voyez, conçu par Lalique, avec une chauve-souris qui est le symbole de l'homosexualité, et qui est ici orné d'émail bleu et d'une pierre de lune en forme de cœur, assortie aux yeux de l'écrivaine. Alors, au sein de ces femmes précurseurs, encore une fois en matière de style, créatives, avant-gardistes, certaines vont avoir l'opportunité de transformer cet instinct, ce talent, en véritable métier à l'aube du XXe siècle, une époque qui allait transformer le destin des femmes et les possibilités des femmes. Jeanne Toussaint est née en Belgique en 1887 de parents commerçants de dentelle. Elle a vécu une enfance relativement paisible, mais entachée, là encore, par un viol d'un personnage, un sinistre allemand, plus ou moins amant de sa mère, qui s'était progressivement fait une place dans la famille. Dès lors, avec le destin qui l'attendait, elle va devenir horizontale, elle aussi, entretenue par différents protecteurs à Paris. Elle va devenir la maîtresse de Louis Cartier en 1917 et ils vont vivre une grande histoire d'amour. Mais Louis Cartier ne pourra évidemment jamais l'épouser, puisqu'elle demeurera une femme marginale ayant été une grande horizontale. En revanche, elle va rapidement montrer son don d'artiste et elle sera aussi une grande femme d'affaires, ce qui l'amènera à diriger le département du luxe de la maison Cartier en 1933. L'année 1947 va révolutionner Cartier. Elle va élaborer le premier bijou en forme de panthère. Elle est en effet fascinée par cet animal magnifique, puissant, sensuel et féroce, dans lequel elle trouve comme le double d'elle-même. La panthère suggère en effet, à l'image de ce que furent ces grandes courtisanes du XIXe, une figure d'une beauté exceptionnelle, mystérieuse, dangereuse, puissante et sauvage, qui ne se laisse jamais apprivoiser. Elle va ainsi créer une broche pour la duchesse de Windsor, une panthère débordante de sensualité et d'érotisme, l'image d'une femme qui rugit et domine. La légende Cartier est née et Jeanne Toussaint a profondément renouvelé l'univers de la joaillerie. Enfin, pour rester en matière d'esthétique, et j'en terminerai par rapport à ce point, je voudrais rappeler aussi que ces femmes vont être érigées ouvertement au rang de modèles en matière de beauté et de propreté. À la fin du XIXe siècle, elles font l'objet de reportages dans la presse. On peut les apercevoir en compagnie de leur coiffeur, leur masseur, leur manucure, ou encore dans leur salle de bain. Il était très rare d'avoir une baignoire et une véritable salle de bain. Elles sont richissimes et donc elles vont passer pour des modèles féminins, ce qui paraît paradoxal puisque c'est également la même époque qui est plus que jamais hantée par la terreur du péril vénérien et notamment la syphilis qui toucherait quasiment un quart des hommes de la fin du XIXe siècle. Alors, cette liberté, elle est également revendiquée à travers une vie d'aventurière. Je pense à ces femmes courtisanes qui n'hésitent pas à monter à cheval, à voyager toutes seules à travers le monde ou à recevoir des hommes dans leur salon. Les courtisanes, à cet égard, étaient absolument des femmes d'exception, coutumières de pratiques qui étaient rares, voire interdites aux autres femmes du XIXe siècle. Elles vont ainsi bousculer les normes habituellement dévolues à leur sexe. Elles affichaient fièrement des habitudes en dehors des sentiers battus, voire totalement exclues des conventions de leur époque. Cora Pearl est ici représentée à cheval. C'était en effet une femme tout à fait libre, émancipée, qui faisait l'admiration notamment des femmes comme des hommes qui la côtoyaient en tant que cavalière hors pair, probablement l'une des meilleures du Second Empire. Elle aimait la vitesse, le danger, elle incarne la figure de l'exotisme, c'est une Anglaise, étrangère, canaille, l'idée d'une jeune femme qui est affranchie, libérée, qui prend des risques, et cela constitua assurément l'un des ingrédients majeurs de son charme. Elle incarne ainsi dans l'imaginaire de l'époque une figure d'aventurière, intrépide, qui traverse la vie avec intensité. Ces femmes, comme je vous l'ai dit, n'hésitaient pas également à voyager. C'était des femmes extrêmement mobiles tout au long de leur destinée, qui étaient indépendantes, en perpétuel mouvement, aussi pour fuir la police, ou des créanciers quand elles étaient endettées.
On retrouve d'ailleurs ces mêmes trajectoires chez les artistes du spectacle dont nous parlerons en troisième partie. Il faut vous dire que ces courtisanes comme ces artistes jouissaient du prestige aussi de Paris, la capitale culturelle du monde, la ville lumière. Donc elles s'exportaient très bien, elles pouvaient faire carrière, une carrière internationale. Elles partaient en Amérique du Sud, en Amérique du Nord également, en Russie évidemment. On a d'ailleurs le plus grand mal à les suivre tant leurs voyages sont nombreux. C'était également des femmes d'influence. Les grandes étayères du XIXe siècle n'hésitaient pas à tenir salon et à organiser des soirées qui recevaient l'élite masculine de leur époque. Elles pouvaient recevoir en tant que muses, inspiratrices, mais aussi en tant qu'interlocutrices de qualité. Ces femmes étaient souvent habiles et savaient participer à la vie culturelle et politique de leur époque, notamment en jouant un rôle qu'on pourrait évoquées comme une éminence grise, c'est-à-dire qu'elles élaboraient facilement des jeux d'influence, des réseaux d'intérêt, de sociabilité dans les plus hautes sphères du pouvoir politique et financier, mais aussi artistique ou intellectuel, ce que ne pouvaient faire les femmes ordinaires. Donc il y a un phénomène d'acculturation avec un mélange des codes et des pratiques des deux milieux, ces courtisanes côtoyant vraiment le gratin, l'élite de leur époque. Alors, il y a notamment chez la Paiva la volonté de singer les salons d'artistes. Elle n'aura de cesse de recevoir Delacroix, Théophile Gautier, les grands journalistes, les artistes, mais aussi l'élite masculine. Bien sûr, une femme du monde ne passait pas sa porte, mais l'élite masculine sur le modèle aristocratique du faubourg Saint-Germain. Il est vrai que Blanche de Paiva était une femme tout à fait exceptionnelle qui se montrait, alors les frères Goncourt en parlent de manière totalement péjorative, pourtant il la fréquentait énormément, il ne ratait pas une seule de ses soirées, mais ils passent leur temps à la critiquer. Elle était en totale rupture probablement avec les codes de féminité du XIXe siècle. Il faisait très froid, elle était très peu sensible au confort de ses invités. Elle ne cherchait pas à jouer les femmes douces, délicates et attentionnées, ce qui pouvait heurter les convives. En revanche, alors ils ont bien sûr un discours extrêmement antisémite et xénophobe à son sujet, mais en revanche, l'intelligence de la Paiva, elle paraît indéniable. Cette dernière avait des conversations plutôt éclairées, elle était savante, nourrie par un goût musical et mélomane authentique, elle était pianiste, elle était passionnée d'opéra, elle lisait des journaux, des livres et elle maîtrisait plusieurs langues. De plus, et alors là, c'est ce qui dérangeait beaucoup, elle faisait preuve d'une réelle expérience du monde des affaires, de l'argent, ça l'intéressait beaucoup, alors que c'était vraiment un domaine totalement réservé aux hommes du XIXe siècle. Alors, on retrouve aussi des femmes d'influence dans d'autres domaines, je pense au mécénat artistique. La célèbre cocotte Valtès de Bigne ne fut pas seulement l'une des plus grandes lionnes du Second Empire, la maîtresse d'Offenbach, l'un des probables modèles de Nana de Zola, elle fut aussi celle qu'on appelait l'union des peintres. Pourquoi ? Puisqu'elle a nourri une passion authentique pour les beaux-arts, la peinture et les artistes peintres, qu'elle fréquentait assidûment et qu'elle soutenait affectueusement grâce à son réseau et ses contacts. On a ainsi la preuve que ces demeures témoignaient de son œuvre de mécène. On va y trouver des tableaux d'artistes qui n'étaient pas encore célèbres, de Monet, de Courbet, de Boudin ou de Degas. Alors, c'est souvent également, comme je vous le disais tout à l'heure, par le biais de leurs multiples relations très haut placées dans le monde que les courtisanes jouissaient d'un certain pouvoir. C'était des jeux d'influence, des réseaux de sociabilité qui s'entremêlaient. Je pense à la demi-mondaine future comtesse de Loane, Jeanne de Tourbet, qui tint l'un des salons les plus importants de la vie culturelle et politique de la deuxième moitié du XIXe siècle. Sous la Troisième République notamment, elle va devenir la comtesse de Loane en 1871 et elle va tenir un rôle non négligeable, voire très important dans l'actualité du pays, notamment en tant que pivot du boulangisme. C'est elle qui va soutenir la démarche du général Boulanger. Enfin, la grande aventurière Lola Montez nous fournit l'un des exemples les plus éclatants de l'influence qu'a pu avoir une courtisane sur son amant, en l'occurrence le roi Louis Ier de Bavière. Alors, elle était tombée éperdument amoureuse d'Alexandre du Jarrier, qui était l'associé de Girardin, le propriétaire du journal La Presse sous la monarchie de Juillet. Grâce à du Jarrier, elle va forger des convictions révolutionnaires, républicaines et anticléricales.
et cela va fortement l'influencer dans sa liaison avec avec son futur amant qui sera Louis Ier de Bavière. Elle va insister par ses caprices, ses extravagances et ses provocations pour influencer le roi et probablement, à l'heure où grondait le printemps des peuples en Europe, précipiter la chute du roi Louis Ier de Bavière. Enfin, l'autre aspect qui émane également de ces destinées extraordinaires, c'est la liberté que confère évidemment l'argent, le pouvoir de l'argent. Car, je l'ai dit tout à l'heure, la grande majorité de ces femmes sont nées dans la pauvreté. L'argent va constituer pour elles leur principale revanche sur la vie, la liberté, le pouvoir, l'autonomie que leur conférait leur fortune, leur permettait, encore une fois, de vivre comme elles l'entendaient. Alors dans ce domaine, elles vont faire preuve d'une intelligence stratégique tout à fait hors du commun. Vous avez ici le portrait de Léonide Leblanc, qui avait pour surnom Mademoiselle Maximum, par allusion à son prix, à son succès et le nombre de ses clients. Parce que cet argent, et il faut le rappeler, elles étaient libres de le garder, de s'enrichir, de le dilapider, ce qui faisait une énorme différence avec les femmes. Alors, bien sûr, les femmes modestes n'avaient pas d'argent, mais les femmes du monde, dans leur grande majorité, toutes celles qui étaient fortunées, n'étaient évidemment pas libres de disposer de leur fortune. Elles étaient toutes tributaires du bon vouloir de leur père, de leur mari ou de leur frère. Donc dans ce cadre, vous n'avez que les femmes galantes et les grandes courtisanes qui se plaisaient à gaspiller des fortunes. Elles dépensaient souvent des sommes mirobolantes avec une désinvolture scandaleuse, mais qui faisait partie du mythe de la courtisane. On attendait d'elle évidemment des excès, de l'exubérance. Pour vous donner un tarif, une courtisane comme Liane de Pougy, on pense que pour un échange, une passe d'un quart d'heure, elle percevait la somme de 45 000 €. Donc, c'était d'habiles négociatrices qui atteignaient rapidement la fortune. Alors, l'objectif, c'était bien sûr se constituer un hôtel, un patrimoine immobilier. Donc, acquérir un hôtel particulier dans le centre chic de la capitale, qui était le quartier des Champs-Élysées. C'était la quintessence de la réussite. Pensez qu'une grande comédienne, une immense tragédienne comme Sarah Bernhardt fait partie des actrices qui, même au sommet de leur gloire, n'ont jamais abandonné les activités prostitutionnelles. Elle voulait notamment se faire construire un magnifique hôtel particulier avenue de Villiers, et donc pour cela, elle n'a jamais renoncé au protecteur. Ces grandes horizontales avaient souvent, en plus d'un hôtel particulier ou un appartement somptueux, un château, une villa à la campagne, qui étaient souvent excessivement décorées. Alors là aussi, on a beaucoup de témoignages plus misogynes les uns que les autres, où elles avaient, soi-disant, des intérieurs garnis d'objets d'art, de tableaux, de mobilier, mais tout était surchargé. Alors on va en reparler plus tard. Vous aviez aussi des courtisanes comme Alice Ozy, tout simplement, qui plaçaient leur argent en bourse déjà, et elle aurait, elle, placé son argent dans des actions de chemin de fer. Alors, dans ces intérieurs, évidemment, le lit revêt une importance toute particulière. Et donc, souvent, le lit est magnifiquement décoré, car, comme le dit la belle Otero, la fortune ne vient pas en dormant seule. Donc, le lit a une valeur symbolique particulière. Les lits des grandes horizontales rappelaient l'origine de la transaction et étaient souvent immenses et spectaculaires. Je vous montre ici le lit de Valtès de Bigne, qui est conservé au Musée des Arts décoratifs. Alors, la païva, au sein de ces courtisanes, était probablement celle qui avait le plus grand don pour faire des affaires, pour gérer sa fortune, ce qui vraiment irritait ses contemporains. Elle est assurément l'une de celles qui a le plus réussi sur le plan matériel. Elle a mené sa vie comme une carrière professionnelle, avec sérieux et détermination, avec en plus un mariage brillant en guise de bouquet final. Elle a fait preuve souvent de volonté, de courage, de détermination. Et elle a ainsi obtenu souvent une position de domination. Elle devenait même plus riche que ses protecteurs. Alors, on trouve notamment l'un des symboles éclatants de la réussite de la païva. On en a encore des traces grâce à l'hôtel particulier qui est aujourd'hui sur l'avenue des Champs-Élysées. Pour établir cet hôtel, elle a fait appel à
aux meilleurs artistes de son temps, mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait surtout appel, elle a commandé des œuvres à des artistes qui n'étaient pas encore très célèbres, et elle a fait preuve de goût et de modernité, et elle est devenue la mécène d'artistes qui étaient prometteurs, mais qui n'étaient pas encore au sommet de leur carrière. Alors, bien sûr, c'est une entreprise d'auto-glorification. Donc, on retrouve son visage, son effigie sur la façade extérieure, sur les cheminées. Là, vous avez un escalier en onyx jaune de style Renaissance italienne. Elle s'est beaucoup inspirée de la Renaissance, puisque pour une courtisane, c'est une époque où les courtisanes étaient érigées aussi à un rang, à un statut plutôt élevé. Là, vous avez la chambre à coucher avec le plafond peint et doré à caisson, qui était là aussi inspiré du XVIe siècle. La baignoire, où vous aviez un robinet où on pouvait faire couler du lait ou du champagne, le tout avec des robinets en bronze doré incrustés de turquoise. Donc évidemment, il y a un aspect très clinquant, tape à l'œil, mais il faut vous dire que, courtisane ou pas, on lui a fait un faux procès, puisque tous les hôtels particuliers du Second Empire avaient cet aspect lourd, clinquant et ostentatoire. C'est le style Napoléon III. Enfin, vous avez le plafond du salon qui a fait l'unanimité en son temps, puisqu'il est peint par Paul Baudry. On retrouve la païva représentant la nuit. Le thème, c'est le jour pourchassant la nuit. Et la nuit, c'est la païva, donc vous voyez sur le côté face au jour. Donc le mauvais goût dont on l'accuse est un mauvais procès, puisqu'encore une fois, c'est le style Second Empire. On relève surtout le fait qu'elle ait pu être la mécène d'artistes prometteurs, dont justement ce Paul Baudry, qui va ensuite peindre l'un des plafonds de l'Opéra Garnier. Et c'est grâce à l'hôtel de la Païva qu'il a pu se faire connaître et qu'on lui a passé commande pour l'Opéra Garnier. Enfin, pour terminer, j'espère ne pas avoir été trop longue, je voudrais insister sur un troisième aspect, c'est l'aspect spectaculaire qu'on relève chez ces femmes. C'est un des autres aspects passionnants de ces courtisanes, dans un contexte où, de toute façon, la formule des maisons closes, les filles enfermées, ça ne convient plus. Le concept de l'enfermement n'opère plus. Et c'est notamment les maisons de rendez-vous, pensez au film Belle de jour de Buñuel, c'est cette formule qui va plutôt séduire dans le cadre stricto sensu de la prostitution. Mais d'une manière plus large, et là je m'inspire des travaux de l'historien des sensibilités Alain Corbin, on relève un besoin de spectaculaire et vraiment une place essentielle du spectaculaire dans les sensibilités et l'imaginaire collectif de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est le primat du visuel, notamment sur les grands boulevards, où vous avez une représentation permanente de nouveaux éclairages, le passage du gaz à l'électricité et évidemment l'observation du mouvement incarné par l'invention du cinématographe. On voit ainsi s'épanouir à Paris au XIXe, dans la deuxième moitié, une société du spectacle et du coup un nouveau modèle de femmes, des femmes spectacles. On a ainsi en effet deux univers qui vont s'influencer mutuellement, l'univers des courtisanes et de la galanterie et l'univers du spectacle, avec des jeux d'influence flagrants et un univers véritablement poreux entre le monde des planches et le monde des courtisanes. Les planches constituaient également un véritable tremplin pour se faire connaître. Et alors c'est une époque où cohabitent des très grandes artistes comme Sarah Bernhardt, dont je vous ai dit qu'elle était courtisane, mais c'était surtout une immense tragédienne. Vous avez aussi Hortense Schneider, qui est une grande courtisane également, mais qui est surtout la muse d'Offenbach et une grande chanteuse d'opérette. Mais vous avez aussi les fameuses Trois Grâces, dont surtout Liane de Pougy et Émilienne d'Alençon, qui n'ont aucun talent particulier, mais qui vont bénéficier de la scène pour triompher. C'est un surcroît de prestige. Et dans ce cadre, cette demande d'illusion, de séduction, il est encore mieux de fréquenter une courtisane artiste qui triomphe sur scène. C'est encore plus prestigieux. Alors, le contexte des planches, il est important puisqu'il faut rappeler qu'à cette époque, qu'on soit chanteuse, qu'on soit actrice ou danseuse, qu'on se produise dans un cirque, dans un théâtre ou dans un music-hall, on ne peut pas faire l'économie d'un protecteur. À savoir que ces artistes du monde du spectacle au XIXe, elles gagnent aussi peu d'argent que mes grisettes de tout à l'heure, les ouvrières, les femmes de chambre, les actrices, toutes perçoivent des honoraires extrêmement irréguliers et minimes. Donc elles étaient toutes obligées et incitées à se prostituer. Au point que vous avez une expression qui fleurit chez les journalistes indignés par cette situation des artistes du spectacle, c'est l'expression de traite des planches.
dans le journal L'Assiette au beurre, publié le 27 juin 1903. Ils évoquent le terme de traite des planches. Alors, l'un des problèmes majeurs résidait également dans les frais de costume de ces artistes, les frais de bijoux et de costumes. Pourquoi ? Parce que ces actrices devaient se présenter sur scène, ces actrices ou ces femmes galantes, et avec des costumes. En fait, les théâtres, sauf quand il s'agissait de drames et de pièces classiques, ne fournissaient pas les costumes ni les bijoux. Et donc, c'était à la charge des artistes qui devaient donc acheter des robes en ville chez des couturiers. C'était rapidement l'engrenage des dettes et elles avaient toutes besoin de clients richissimes et réguliers pour pouvoir monter sur scène, tout simplement, dans des pièces, là aussi, où on changeait très souvent de costume. Et c'était aussi quelque chose qui jouait sur le succès d'une pièce. Donc vous avez à cette époque des expressions comme les comédiennes du Bois de Boulogne pour évoquer ces fameuses actrices. J'en viens à Hortense Schneider, qu'on appelle à l'époque le passage des princes, puisque c'est évidemment une très grande chanteuse, mais c'est également une très grande courtisane du Second Empire. Alors, lorsqu'elle joue la grande-duchesse de Gerolstein d'Offenbach en 1867 pour l'ouverture de l'exposition universelle, elle va devenir la plus grande artiste de son temps, l'idole des foules, mais aussi la coqueluche de toutes les têtes couronnées d'Europe. Elle va ouvrir ses draps et fréquenter donc le prince Guillaume de Prusse, Léopold II, le roi des Belges, le roi de Grèce, le roi d'Espagne, etc., etc., les tsars en Russie. Donc ils vont tous se presser dans sa loge pour l'applaudir, mais aussi pour la courtiser. Et c'est ainsi que sa principale rivale, chanteuse mais moins talentueuse, Léa Silly, très envieuse de sa carrière, va donc l'appeler le passage des princes. Il y a dans l'univers du spectacle également un autre domaine, c'est le ballet, qui nous donne un exemple particulièrement sordide de la prostitution, puisque là, vous avez affaire à des très jeunes filles, ces fameux petits rats de l'opéra, qui sont obligées, dans le cadre de leur carrière, si elles veulent poursuivre leur carrière de ballerine, de fréquenter dans les coulisses ou notamment dans le fameux foyer de l'opéra, que vous pouvez toujours voir à l'Opéra Garnier, des hommes du monde, souvent grisonnants, chauves, des banquiers, des hommes politiques, des riches industriels, des journalistes d'un certain âge, qui sont tous soucieux de protéger ces petites danseuses. Alors, les habitués savaient très bien que ces jeunes filles ne pourraient pas poursuivre leur carrière de ballerine sans un amant pour les aider. Degas a particulièrement dépeint cet univers, et là je vous montre l'étoile ou danseuse sur scène, une toile qui vous présente le contraste saisissant entre cette jeune ballerine au premier plan, dans son tutu clair et chatoyant, et la figure sur le fond, dans le fond, en costume sombre, cette silhouette presque inquiétante qui est la silhouette du protecteur. Enfin, le café-concert et le monde du music-hall nous fournit un autre exemple particulièrement cru et violent de cet univers de la prostitution. En effet, la plupart des clients venaient d'emblée voir ces artistes, prétendus artistes, pour voir leurs jambes et profiter de leur poitrine. Bon, elles-mêmes d'ailleurs étaient d'emblée recrutées sur leur physique. Donc là, c'est clairement un système prostitutionnel assumé. Alors, le triomphe au music-hall, c'est bien sûr les Trois Grâces, Caroline Otero, Liane de Pougy et Emilienne d'Alençon, qui vont faire fortune, mais c'est aussi des courtisanes comme Lola Montes ou Mata Hari qui ont dansé sur scène et qui du coup sont devenus les personnages illustres que vous connaissez tous. Alors, dans ce cadre, je voudrais rappeler que le café-concert va connaître un succès exponentiel dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec notamment beaucoup de numéros qui font appel à la danse, et notamment donc le fameux French Cancan au café-concert, et ensuite au music-hall, avec des femmes galantes qui savaient très bien se servir de leur corps. Alors vous avez ici Louise Weber, prénommée la Goulue, qui fut l'une des muses de Lautrec, qui fut tour à tour blanchisseuse, fleuriste, modèle pour les peintres, avant de devenir l'une des gloires du Moulin Rouge pendant plus de 6 années, à partir des années 1880. Elle va éblouir le public du Moulin Rouge et elle deviendra ainsi une très grande courtisane, douée d'une souplesse et d'un sens du rythme incontestable. Mais elle maîtrisait aussi l'art de faire tourbillonner ses dessous affriolants devant donc les clients qui étaient absolument subjugués par cette danse provocante. Vous la voyez ici avec Valentin le Désossé, mais on sait qu'elle dansait aussi avec la Môme Fromage, Grille d'égout ou Nini Patte en l'air, tout l'univers du café-concert des années 1900, qui va beaucoup inspirer Nadar ou Lautrec.
Vous avez aussi une autre danseuse extrêmement célèbre et qui n'est pas dénuée de talent, c'est Caroline Otero, qui va fabriquer le personnage de la danseuse andalouse fougueuse qui va faire sa gloire. En réalité, la belle Otero est née en Galice, mais elle va exploiter le goût pour l'Espagne français, notamment puisque Napoléon III avait épousé Eugénie de Montijo, et l'Espagne était perçue véritablement comme un pays oriental à cette époque. Alors qu'elle est née en Galice, elle va s'inventer des origines andalouses et elle va travailler sur l'idée du personnage indomptable. Alors elle a toujours des costumes andalous, mantilles, jupes colorées, des grands châles brodés, et on dit, la presse explique qu'elle tient tout l'Orient entre ses hanches. Donc c'est une parfaite réussite. Elle est mythomane, elle raconte qu'elle vient d'Andalousie. Elle va du coup, si vous voulez, être souvent réduite d'ailleurs à un corps. On la compare à une panthère, une lionne. Hein. On utilise le registre stylistique de la force, de l'instinct, de la violence. Mais c'est un grand succès pour la belle Otero. Mata Hari, quant à elle, va séduire le tout Paris avec le créneau de l'Extrême-Orient, le créneau pseudo-ethnologique qui n'avait pas encore été utilisé. Hein. Alors elle aussi est parfaitement mythomane. En fait, elle est née Margaretha Zell aux Pays-Bas. Et c'est lors d'une soirée d'automne en 1904 qu'elle va se présenter devant un public. Le tout Paris est présent et notamment, sa grande chance, c'est que figure dans le public ce soir-là Émile Guimet, l'industriel lyonnais, mais surtout l'expert en art asiatique. Il vient d'ouvrir en 1889 un nouveau musée, le musée Guimet, dédié aux collections orientales. C'est son immense chance. Elle va pouvoir servir ses mensonges à ce grand érudit et lui accorder une véritable caution scientifique, hein, puisque Guimet sera littéralement fasciné par les danses sacrées de prêtresses hindoues, hein, qui sont en fait l'origine des premiers striptease. Donc elle va donner une valeur scientifique à l'art de l'effeuillage. Enfin, et je terminerai avec cet aspect spectaculaire, même quand elles sont dénuées de talent artistique, la plupart de ces courtisanes maîtrisaient en revanche brillamment l'art de se mettre en scène et de faire parler d'elles. Alors, elles vont se faire connaître par leurs extravagances, leurs fantaisies. Elles vont envahir littéralement la presse, et au point qu'à la Belle Époque, on considère même que Diane de Pougy est une figure nationale dont on est fier. C'est une courtisane, et pour autant, on la surnomme avec tendresse en France notre courtisane nationale ou encore la divine. Ces femmes savaient en effet construire leur légende, se construire une identité forte, créer un personnage séduisant, original, qui marquait tous les esprits. Je pense notamment à Cora Pearl, qui était l'une des femmes les plus provocantes, qui était libre, subversive, irrévérencieuse. Et c'est un des aspects de sa personnalité qui va vraiment contribuer à forger sa notoriété. Elle se plaisait à bousculer les conventions, hein. Elle était indifférente à l'opinion commune. Et on dit par exemple que lors d'un déjeuner, alors elle se plaisait vraiment à humilier les hommes, hein, dans un retournement de force assez inouï pour l'époque. Lors d'un déjeuner, elle aurait saisi dans un plat une côtelette dégoulinante de sauce. Elle l'aurait posée sur la tête du banquier Ferdinand Bischofsheim. Le banquier prit la chose avec bonne humeur et sourit à la jeune femme à travers l'épaisse couche de sauce qui recouvrait son visage. Voilà ce que faisait Cora Pearl. C'est aussi l'époque où on voit émerger la presse. Alors la presse, déjà à l'époque de la courtisane Marie Duplessis, on est dans une ère pré-médiatique, mais on n'est pas encore dans la grande époque de la presse. C'est pendant la seconde moitié du XIXe siècle qu'on a un véritable changement avec la petite presse ou la presse légère qui va évidemment s'intéresser particulièrement aux courtisanes. Je pense aux journaux comme Le Figaro en 1854 ou Le Petit Journal encore plus en 1863, une presse accessible qui est une presse non politique, par faute de possibilité, puisque vous êtes sous un régime de censure très autoritaire, le Second Empire. Donc cette presse d'esprit boulevardier va se complaire à décrire les extravagances de ces courtisanes et forger leur renommée. Alors notamment à travers, par exemple, le thème du suicide, qui était un thème qui intéressait beaucoup les gens. Là, je vous montre une célèbre toile de Gervex avec l'idée d'une horizontale très réputée qui fait chavirer les cœurs, donc chavirer les cœurs, les congédie, et certains, donc poussés au désespoir, du coup, sont conduits à se donner la mort.
On attribue à la belle Otero au moins 6 suicides, ce qui fait 6 suicides de clients et d'amants qui se seraient donc donné la mort par amour pour elle, et ce qui fait qu'on la surnomme la sirène des suicides. Du côté des courtisanes, vous avez une courtisane comme Liane de Pougy qui, pour sa part, défraie la chronique de son époque, pour sa part, à cause de ses multiples tentatives de suicide, à savoir qu'elle multiplie les alertes, en sachant qu'en plus, ce geste était particulièrement à la mode dans le climat décadent et hétéromane, l'atmosphère sombre de la fin des années 1900. Ces courtisanes, elles savaient également très bien exploiter les ressources des images qui vont littéralement envahir la fin du XIXe siècle. Dès le Second Empire, vous avez la presse illustrée, vous avez la lithographie qui consacre une véritable démocratisation des images, avec vraiment la culture du visuel qui envahit la France. Vous avez des affiches polychromes, de Lautrec, de Mucha, de Steinlen. Vous avez des affiches, mais aussi des images sur les murs, les palissades, les couloirs du nouveau métro, les colonnes Maurice, les voitures ou le dos des hommes sandwich. Vous avez des affiches partout. Et elles mettent en scène le culte de la femme, dans une forme d'apogée et dans un idéal très ambigu de la Belle Époque, où on a une femme à la fois adulée, mais qui est perçue aussi comme un véritable danger. Dans ce cadre, vous avez évidemment la mode de la photographie qui commence à s'épanouir dès les années 1860, avec des ateliers de photographie qui se multiplient, avec des courtisanes qui deviennent des icônes féminines, et les familles Nadar, mais aussi Reutlinger, Manuel ou Pouillot qui vont se développer sous la Troisième République. Je vous montre ici une photographie de Caroline Otero qui joue les Madeleines pénitentes. La Castiglione, alors elle, qui va vraiment être passionnée de photographie, cette courtisane va travailler avec le photographe Pierre-Louis Pierson pendant une quarantaine d'années et il va livrer d'elle plus de 400 effigies, des portraits où elle apparaît dénudée, en costume, en bergère, dans un jeu théâtral et une théâtralisation d'elle-même tout à fait fascinante. Vous avez aussi la nouvelle icône 1900, c'est bien sûr Cléo de Mérode, qui exploite aussi pleinement les ressources des photographies et aussi les ressources de la carte postale qui devient un moyen d'échange, un mode de correspondance très à la mode à la Belle Époque. Ce sont des femmes aussi qui vont bénéficier de la publicité. On avait déjà Cora Pearl qui avait inventé une boisson, les larmes de Cora, dont les Parisiens raffolaient. Ensuite, on va voir ces effigies à des fins commerciales sur des affiches, des cartes de visite, des assiettes, toute une multiplication de produits dérivés qui vont exploiter donc les effigies de ces courtisanes à des fins commerciales. Alors la sortie de scène, je vous laisse la découvrir. Elle est à l'image de la vie de ces courtisanes, pleine de fantaisie, de gloire et de liberté, pleine également d'amertume et de rebondissement. Donc la sortie de scène et la fin de vie de ces courtisanes est souvent très romanesque. Et enfin, pour terminer, je voudrais vous rappeler que l'avènement de la Première Guerre mondiale sonne un glas au règne des courtisanes. Donc cet ouvrage, si vous voulez, se situe entre la monarchie de Juillet, les années romantiques, et la Première Guerre mondiale. En effet, la Première Guerre mondiale institue un nouvel ordre social et financier qui va bouleverser la société. Par ailleurs, la Première Guerre mondiale, elle marque aussi la fin d'une époque, puisque la condition féminine évolue désormais à grands pas. Je pense au droit au divorce en 1884, mais aussi à la loi 1907 qui stipule que les femmes peuvent désormais librement disposer de leur salaire. Des femmes qui, de plus en plus, vont pouvoir, grâce aux études qui sont menées, avoir une carrière indépendante d'un homme et gagner de l'argent de manière libre et donc autonome. C'est aussi une révolution pour le corps des femmes, pour sa sexualité, la possibilité d'aimer, de séduire, de choisir comme elles l'entendent. Mais dans ce contexte, on peut considérer que ces courtisanes du XIXe siècle, par leur charisme, leur ambition, leur réussite financière et leur position de pouvoir ont incontestablement construit et contribué à forger une nouvelle identité féminine. Quand on réfléchit, le charisme, l'ambition, la réussite financière ou le pouvoir, qui étaient perçus comme des défauts pour les femmes au XIXe siècle, sont aujourd'hui des qualités manifestes pour les femmes. Je vous remercie.